Donc bonjour, voilà, donc je m'appelle Martine, je vis à la fois en Belgique et en France, à Bruxelles en Belgique et à Paris en France, et je suis conseillère, enfin consultante en image de soi, c'est-à-dire qu'en fait j'accompagne les personnes pour dans leur, je dirais dans la valorisation de leur image physique, donc dans leur look physique en fait, dans leur image, voilà, ça c'est mon travail, donc j'accompagne la personne pour valoriser, pour améliorer, pour modifier, pour se créer en fait une image physique au niveau de son look, aussi bien au niveau de ses vêtements que des couleurs de ses vêtements, que du maquillage et aussi que de la coiffure. Pour qu'elle corresponde en fait le plus possible à l'image qu'elle a envie de donner à l'extérieur, dont elle a envie de parler d'elle, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau privé. Voilà, en gros. Vous pouvez bien sûr me poser des questions, je pense que ce serait peut-être plus facile. Je travaille aussi bien avec des associations que des particuliers et aussi des entreprises. Et j'ai une spécialisation aussi dans l'accompagnement des personnes porteuses de handicap. Et notamment, je peux aussi donner des cours d'automaquillage, c'est-à-dire apprendre aux personnes malvoyantes et même non-voyantes à se maquiller toutes seules. Eh bien, ça en fait des choses, tout ça. Thibaut, est-ce que tu te maquilles? Très peu, mais oui, je me maquille surtout pour cacher mes petits défauts, mes petites cernes et me donner un joli teint frais et jeune, on va dire. Mais elle est encore jeune. Et donc moi je posais la Et de question manière très naturelle, en fait, sans que finalement ça se voit. Mais Jérémy pose des questions. Tiens. Ah oui, non, moi je demandais à Thibaut s'il se maquillait. Moi je me maquille pas. Non, je ne me maquille pas du tout, mais je me parfume. Ah. C'est très important aussi au niveau de l'image, parce que l'image, c'est effectivement le look physique, mais c'est aussi, bien sûr, aussi l'odeur, et c'est toujours très agréable d'avoir un parfum qui vous correspond et qui parle de vous. Alors, Martine, moi, je te propose de faire rentrer. Je vois qu'il y a quelqu'un qui appelle. Peut-être c'est Karine qui essaye de rappeler tout à l'heure. Je propose de faire rentrer avec nous quelqu'un en plus. Comme ça, il aura peut-être des questions. Allô, allô, qui es-tu? Allô? Ouais. Allô? Allô, c'est Thibaut? Oui? Ouais, Thibaut, là, ta radio, là, c'est pas mal, hein? À force de m'avoir cassé la tête. Abdel. Alors, qui es-tu? Qui es-tu? Tu as l'air de... Allô? Oui, de l'autre côté. Allô? Oui, tu as l'air de connaître Thibaut. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, en fait, c'est Abdelaziz du centre du Jard. Ouais, je suis un ami à Thibaut. Oui. Bonjour, Aziz. Faut que tu écoutes la roue libre et tout, écoute. Il a arrêté pas de marteler, donc maintenant je suis là. Oui. Je suis là. Alors, Thibaut, bienvenue sur la radio, roue libre. Et on était en Donc, train... tu viens du Jard, c'est Joël ici, de Paris. Et donc, nous avons une invitée mystère. Donc, tu peux lui poser des questions. Voilà, ce qu'elle fait, ce qu'elle propose. Voilà, donc elle s'appelle Martine, elle est en direct. Voilà. Non, moi, je voulais juste saluer et dire bonjour à tout le monde. Mais t'as pas de questions, t'as rien à dire, non? Actuellement, avec tout ce qui se passe, bah, déjà, j'espère que tout le monde va bien, avec la maladie. Non, mais je sais, tout le monde va. Non, mais... Après, j'ai pas l'habitude, moi, c'était juste pour passer un bonjour. Non, mais c'est gentil d'être passé sur nos ondes. J'ai envoyé un lien pour signer une pétition aussi, donc j'ai vu qu'on m'avait remercié. Et puis, si vous voulez tout savoir, je suis dans deux associations, la première l'APF, et la deuxième une petite association à Meaux. Et puis voilà, j'ai pas mal de projets, puis je sais que je déménage bientôt dans un appartement adapté. Et j'essaye de faire bouger les choses. Et vous êtes au Jard? Vous êtes du Jard? Non, je suis plus au Jard, je suis parti. Je suis parti du Jard depuis 2 ans. Et vous faisiez quoi au Jard? J'ai fait des études, j'ai eu un bac pro. De quoi? Dans l'administration, comptable. Non, c'est vieux ça, parce que le Jard, je connais très bien. Il y avait l'horlogerie, il y avait. Ah ouais, à l'époque, il y avait l'horlogerie, oui, c'est vrai, ouais, il y avait l'horlogerie. Il y avait ça il y a plus de 40 ans, hein. Excuse-moi. Hein. Bah oui, mais moi, quand je suis arrivé, il y avait encore un peu l'horlogerie.
Et après, ils ont supprimé. Et après, ils ont supprimé, ils ont plus travaillé sur les machines tourneurs-fraiseurs, le CAP, et après, dans un peu l'électrotechnique. Et après, il y avait la partie administration. D'accord. Et moi, j'ai fait un CAP dans le conduit de système industriel, machine tourneur-fraiseur. Et puis, après, j'ai fait un bac pro dans l'administration. J'ai eu un BEP, un bac. Ok. Bon, non, voilà, puis je voulais apporter tout mon soutien et surtout passer le bonjour à Thibaut et voilà, pour dire que j'avais plein de projets, que je travaille avec l'APF, que je suis adhérent également et que je connaissais un petit peu ce que vous faites. Donc voilà, j'ai déjà été à des réunions, à des manifestations et autres. Il y en aura. Il n'y a pas de souci. Eh bien, la pétition, vous signez quoi comme pétition? C'est pour manifester contre quoi? Non, c'est à propos de les masques, un nouveau groupe qui a été créé pour les soignants. Ah, d'accord. Pour leur manque de moyens. J'ai compris. Oui, c'est un grand sujet. Oui, voilà. C'est un grand débat. Oui, c'est un sujet qui peut... Oui, je suis au téléphone, excusez-moi. Voilà. Je suis au téléphone. Oui. Il est en liaison, madame. Il est en direct sur la radio de Rollivoix. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Et alors, du coup, est-ce que par rapport à... Parce que, voilà, on a avec nous une spécialiste... du relooking et du look et tout ça, et toi du coup tu gères comment parce qu'il y a Thibaut, lui nous disait qu'il se maquillait pas parce que voilà, mais qu'il mettait du parfum. Est-ce que toi t'es aussi plutôt parfum ou pas? Bien sûr, je trouve que le parfum ça fait partie aussi de l'image de soi et de sa carte de visite. Quand quelqu'un passe à côté de nous, on retient parfois un parfum ou on est interloqué par un parfum donc c'est toujours très bien. Mais je ne travaille pas que le maquillage, je travaille aussi les vêtements, les couleurs qui vont s'harmoniser avec la carnation de la peau, la couleur des yeux, la couleur des cheveux. Je travaille aussi au niveau de la morphologie pour on peut paraître plus mince avec certaines astuces, on peut paraître plus grand, on peut attirer le regard sur une partie du corps qu'on va préférer plutôt qu'une autre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le conseil en image et on travaille nous toujours en tant que conseiller en image, qui est un peu différent des relookers justement et de ce qu'on voit à la télévision. C'est que nous on va toujours travailler par rapport à la personnalité de la personne, par rapport à ses goûts, par rapport à ses besoins. Et on ne va jamais l'obliger à quoi que ce soit et on va lui apprendre aussi quelque part à pouvoir choisir ses vêtements, à pouvoir se coiffer, à pouvoir éventuellement se maquiller, à pouvoir trouver les coupes, les matières qui vont la mettre en valeur et qui vont surtout parler d'elle. En fait, c'est vraiment un outil de communication supplémentaire parce qu'il faut savoir que souvent quand on rencontre quelqu'un, dans les 30 premières secondes, on a une impression, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit juste, je dirais, ou pas. Et le conseil en image va aider la personne finalement à parler d'elle sans dire un mot. Alors moi j'ai juste fait rentrer dans la danse avec nous Olivier, mais je suis pas sûr que son micro il marche, Parce que ce serait intéressant d'avoir le point de vue par exemple d'Olivier justement, lui aussi, sur comment il... Et je travaille aussi bien avec des hommes que des femmes. C'est unisexe. Oui. Voilà. Ça ne concerne pas que les femmes. Et est-ce que ça marche en flamand? En flamand? Ouais. Bien sûr, ça marche dans toutes les langues. Ah, ça c'est la classe, ouais. Tu parles le flamand? Un peu, oui. Ah, c'est pas évident, j'imagine, mais bon. Il faut être bilingue, a priori. C'est un pays bilingue. Mais en Belgique, souvent, mais bon, je travaille quand même principalement avec des francophones, mais ça m'arrive de travailler parfois aussi avec des flamands, mais aussi même des personnes, des anglais, enfin des personnes de toute nationalité en fait. Ah ouais, c'est carrément international comme boulot. Cool. Oui, tout à fait. Après, c'est vrai qu'en fonction des pays, il peut y avoir des codes vestimentaires qui sont un peu différents. Ou même, voilà. Mais sinon, on peut travailler sans problème. Ah bah cool, c'est le langage du corps est un langage international alors. Voilà. Alors, est-ce que Thibaut, t'aurais des questions à poser à Martine ou pas? Que vous faites de la... comment dire... Est-ce que vous
faites du relooking sur les personnes âgées? Oui, bien sûr aussi, bien sûr. On peut faire en fait moi j'appelle donc plutôt du conseil en image, parce que je donne des conseils, hein, je n'oblige à rien du tout, bien sûr. À partir de, je dirais, de l'âge de 16 ans, jusqu'à n'importe quel âge, parce que tout le monde, je pense, peut souhaiter avoir une belle image de soi, une image qui lui correspond, peu importe l'âge et peu importe le sexe. Mais dis-moi, Thibaut, oui, c'est un bon sujet ce que vous dites. Parce qu'on a tous envie aussi de plaire ou de parler de nous, tout simplement. Ouais, d'ailleurs, je sais pas moi. Allez-y les enfants, parlez de vous. Et Thibaut, tu veux pas te faire relooker pour avoir un nouveau style, un profil où tu serais bien, comme on dit. Alors, je ne vais jamais proposer un nouveau style, Joël. Je vais toujours travailler, comme je disais, par rapport à la personnalité de la personne, à ses besoins et aussi à ses goûts. Et donc, en fait, on va toujours garder le style de la personne. Par contre, on va rajouter éventuellement des choses pour que ça parle vraiment d'elle et pour qu'elle puisse finalement parler d'elle et aussi que les vêtements lui aillent au niveau de sa morphologie. Voilà, au niveau des couleurs, mais en jamais, parce que ça c'est du relooking justement, c'est ce que vous voyez à la télévision, où on transforme la personne, mais elle ne sait rien en faire. Après, elle ne sait pas utiliser, elle n'a pas d'outils pour pouvoir en faire quelque chose par la suite. Et en plus, ça ne correspond pas spécialement à sa personnalité. Donc nous, on va toujours, en tant que conseiller en image, travailler avec la personnalité de la personne. C'est pour ça que bien souvent, on rencontre d'abord la personne avant, on lui pose beaucoup de questions, on dialogue pour vraiment voir quelles sont ses habitudes, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle n'aime pas, dans quoi elle se sent bien ou pas. Et c'est à partir de là qu'on va commencer tout doucement à travailler ensemble. C'est vraiment un échange aussi qui se fait. Ouais, donc c'est ça en fait, c'est vraiment la personne qui est le centre du truc et voilà. Et on va essayer qu'elle corresponde le plus possible à ce qu'elle a envie simplement de montrer d'elle. Et d'ailleurs, ça peut varier à différents moments de la vie aussi et pour différentes occasions. On va pas s'habiller forcément de la même façon si on va, je sais pas moi, à un dîner entre amis, ou si on va rencontrer quelqu'un d'important ou pour un travail ou je travaille beaucoup avec les demandeurs d'emploi par rapport à leur premier entretien d'embauche aussi. Donc ça va vraiment dépendre de ses besoins, de ce qu'elle a envie d'en faire. Voilà, on n'a pas tout au long de la journée et tout au long aussi de la vie, on n'a pas tout le temps le même style, mais on va toujours avoir une base en fait qui est la même et puis on va venir mettre des petites choses dessus qui vont vraiment correspondre aux besoins de la personne. Ouais, moi je trouve ça un peu dur quand même qu'il y a ce truc de la société qui veuille que quand on va à un entretien d'embauche, on ne doit pas avoir son style justement. On doit prendre un style neutre et passe-partout, alors qu'on est une identité soi-même, donc on va se vendre cette identité à un employeur, mais en même temps on est obligé de se cacher derrière un truc ultra standardisé, de peur que s'il y a un cheveu qui dépasse, oulala, ça ne plaira pas à l'employeur, c'est quand même dommage. Alors c'est pas tout à fait juste parce que en fait, ce que je dirais plutôt, c'est que quand on cherche un emploi, en fonction de l'emploi, l'emploi a effectivement une certaine image, ou l'entreprise a une certaine image, ou on va pas par exemple s'habiller de la même façon pour un entretien d'embauche si on veut être moniteur sportif, ou si on va travailler dans un restaurant, ou si on va travailler dans un magasin, ou si on va travailler dans une banque, on va pas s'habiller forcément de la même façon. Par contre, on va respecter, je dirais, des codes qui existent par rapport à ces différents métiers, mais on va toujours quand même garder sa personnalité. Donc le côté neutre, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais on va garder sa personnalité et on va effectivement, pour le premier entretien d'embauche, on va peut-être un petit peu se fondre dans
ce qu'on aura vu, disons par exemple, si je postule pour une boutique, je vais aller voir comment sont habillées les personnes qui sont dans la boutique, et puis je vais un petit peu me calquer dessus, et ça va fonctionner. Et puis après, une fois que je serai dans l'emploi, je pourrai y mettre un peu plus encore de personnalité ou un peu plus d'originalité. Mais c'est vrai que il faut quand même savoir que dans les 30 premières secondes, quand on rencontre quelqu'un, il y a 93% qui vont être dans l'image visuelle, en fait, c'est-à-dire le look, mais aussi la voix, le regard, la gestuelle, et seulement 7% pour les mots. Donc effectivement, quand on passe la porte d'un futur éventuel employeur, il sait déjà, avant que vous puissiez vous asseoir, s'il va vous prendre ou pas. Et donc, on va essayer un petit peu de correspondre, mais on peut garder aussi quand même sa personnalité. Je vais donner un exemple. Moi, je suis quelqu'un de très naturel au niveau de mon style, et pourtant, je travaille parfois avec des entreprises et des grands dirigeants. Jamais je ne vais me mettre en tailleur, par exemple, et en petits escarpins, parce que ça ne me ressemble pas et ce n'est pas moi. Et si je mets ça, j'aurais l'air ridicule et je ne serai pas crédible. Par contre, comme j'ai un côté très naturel, je vais peut-être mettre une chouette petite robe, avec même des bottillons ou même des petites ballerines par exemple, et donc je correspondrai quelque part au code vestimentaire qui fait qu'on ne peut pas être en jeans par exemple dans une grosse société, mais je garde ma personnalité et je ne me mets pas pour autant en tailleur. Et c'est ça que je vais chercher en fait avec la personne. Mais c'est aussi bien pour, là on parle de travail, mais c'est aussi, moi je travaille parfois même par rapport à la séduction, par rapport au premier... à la première entrevue, même d'une rencontre. Enfin, je travaille avec des célibataires qui cherchent parfois à trouver l'âme sœur, et on va travailler aussi avec sa personnalité, mais il ne sera peut-être pas habillé de la même façon au premier rendez-vous, au deuxième, ni au troisième. Et on va progressivement faire venir les choses, on va dire. Alors, dans l'oreillette, on nous glisse qu'on a une demande de conseils par rapport à la calvitie. Comment fait-on pour faire avec sa calvitie ? Alors, la calvitie, donc c'est plus le domaine des coiffeurs, mais c'est vrai qu'il existe... D'abord, il existe des produits qui peuvent éventuellement faire un petit peu repousser les cheveux ou en tout cas éviter les rechutes. Après, il existe par exemple, ça a l'air un petit peu rigolo comme ça, mais ça fonctionne. Il existe une espèce de poudre qui sont en fait des cheveux qui sont coupés très 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 finement et qu'on peut saupoudrer sur sa calvitie et qui reste dessus et qui fait du coup, qui donne l'impression du coup qu'on a quand même un petit peu de cheveux. Donc il y a des ruses. Oui, il y a des ruses. Il y a plein de ruses et d'astuces et de trompe-l'œil. Aussi au niveau physique aussi. Ouais, mais moi je reste sur mon histoire, je trouve ça dommage quand même pour quand on doit bosser, enfin cette société elle est quand même bizarrement foutue quoi, quand on bosse à la banque, et on peut pas avoir des cheveux longs et des piercings et des tatouages alors qu'on est banquier. Je comprends pas pourquoi la banque c'est des chiffres, c'est des maths, c'est du business. Je vois pas en quoi ça serait pas compatible avec ça. Mais naturellement, on va comme tu dis, on va devoir respecter des codes et des cases et des bidules. Et ça a pas de sens. Mais par exemple, quelqu'un qui a des longs cheveux et qui souhaite travailler dans le secteur bancaire, je vais pas forcément lui proposer de couper ses cheveux, mais peut-être de les attacher le jour de l'entretien. Simplement. Oui, il y a toujours des ruses. Ou de les mettre en arrière avec du gel. Et puis après, une fois qu'il sera engagé, une semaine après, il pourra très bien les lâcher. Et les gens, comme il aura déjà prouvé ses compétences, les gens trouveront ça très chouette. Mais il n'ira peut-être pas à son premier entretien d'embauche avec ses cheveux longs. Ou alors ils seront très bien coiffés, ils seront propres. Ça va aussi dépendre de ça en fait. C'est pas forcément... on va pas forcément... C'est pour ça que je ne vais pas modifier le look de la personne, parce qu'il faut toujours rester soi-même. Mais on va simplement améliorer et aller quand même un petit peu dans le sens de la banque. Après, ça va aussi dépendre si vous êtes, si vous avez un lien avec la clientèle, ou bien si vous êtes toujours dans un bureau. On ne va pas se présenter forcément de la même façon. Mais il y a toujours moyen de trouver des astuces. Comme moi, je disais, je vais pas mettre un tailleur, mais par contre, je vais mettre une petite robe. Il y a bien une petite robe qui va me plaire et dans laquelle je vais me sentir bien, et ça fera l'affaire. Ici, on pourrait mettre les cheveux en arrière, on pourrait les attacher,
Ça pourrait peut-être très bien, ça pourrait très bien fonctionner. Ouais, mais c'est toujours une histoire de ruse en fait. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. C'est un peu de la ruse de. Enfin, je reste sur mes histoires de recherche d'emploi. C'est-à-dire que l'image, comme tu disais tout à l'heure, alors je traduis pour nos auditeurs francophones malheureux qui n'ont pas la maîtrise du belgicisme. 93 est égal à 93. Voilà, donc 93% du temps. Oui, c'est vrai, pardon, j'ai dit ça. Non, mais je t'en prie. C'est juste, excusez-moi. Je t'en prie. Mais du coup c'est ça, c'est-à-dire que c'est, enfin ouais, on est vraiment dans le boulot, on est un peu dans la ruse et dans tout ça. Et alors ce qui est terrible, c'est pour les personnes en situation de handicap, vu que la personne elle est jugée par le physique direct dès le départ, eh ben le fauteuil, ne serait-ce qu'un bête fauteuil, ça va jouer vraiment pas dans le sens de la personne, puisque ça va être et on va tout de suite l'employeur, il va se dire fauteuil, danger, pas bien, machin et tout, et ça va vachement poser des soucis en fait. Après, je sais que c'est pas toujours facile pour les personnes qui sont en fauteuil, mais normalement, il y a des lois qui sont quand même là, et normalement, il doit y avoir certains postes qui vont être pour eux et où tout sera adapté par rapport à leur handicap. Oui, bien sûr. Non, mais je te dis dans le mode, moi je suis dans le général en fait, vraiment de la sélection par rapport au travail, et où je vois vraiment que, vu que je reste sur ton chiffre d'appréciation qui est de 93% des choses, c'est sur ce qu'on renvoie en termes d'image, et après on n'a que 7% avec la parole pour réussir à contrer tout ça. Et donc c'est effectivement le handicap en général, parce que je parlais du fauteuil, mais c'est tout type de handicap qui serait visible. On peut être très stylé, et très en fauteuil. Hein. Le fauteuil n'est pas quelque chose de vilain. Ah oui, non, c'est sûr. Non, mais je vois, je pense que c'est lié à l'explication globale du monde qui tourne pas comme il devrait tourner. C'est-à-dire que par rapport à ces codes et à ces machins et ces trucs complètement sclérosés qui bougent plus, c'est ça l'image du fauteuil. Elle va bloquer certains employeurs à tort, mais du coup ça va être très très dur de leur faire comprendre que c'est une image ça les gars, hein. La personne elle sait très bien faire le boulot, hein, mais c'est juste l'image que vous en faites. Mais moi je pense que je crois pas que ce soit la question plutôt à ce moment-là, c'est plutôt qu'il n'a pas forcément envie d'aménager ses locaux pour une personne en fauteuil. Ce sera plutôt ça, mais je ne crois pas que ce soit par rapport au fait qu'il soit en fauteuil qu'il ne pourrait pas avoir la place. C'est plus une question, d'aménagement des locaux qu'il n'aura pas envie de faire. Ou... Ceci dit, moi je connais quand même pas mal de personnes à Bruxelles, en Belgique, qui sont en situation de handicap, que ce soit en fauteuil ou qui soient avec des béquilles. Je connais des gens qui ont la polio, et qui ont quand même un travail à haute responsabilité. Hein. Après, c'est pas évident, je sais bien, de s'imposer. Mais là encore, il faut faire valoir aussi les lois, et je pense que les choses changent petit à petit quand même un peu. Il y a des aménagements qui se font progressivement. Je pense qu'il faut se faire connaître aussi et pousser la porte et oser pousser les portes, quoi. Et ça finira à un moment ou à un autre par être accepté autant qu'une personne soi-disant valide. Ouais, on se bastonne pas mal pour ça, hein. C'est à des degrés divers. Je sais qu'un levier qu'on a pas mal nous en délégation par rapport au monde de l'emploi, c'est la sensibilisation en fait. C'est vraiment c'est quand on bosse avec des boîtes et qu'on a des gens qui sont là, notamment des fois des DRH. Ah oui, c'est un bon sujet dont vous parlez, Martine. C'est un super sujet. Mais c'est pour ça que l'image est encore plus importante, peut-être aussi pour ces personnes, parce que la façon dont elles vont arriver dans leur fauteuil, au niveau de leur look physique, va avoir énormément d'importance. Bah ouais, c'est-à-dire qu'il faut limite, c'est double peine quoi, faut y aller encore plus pour... Mais c'est pas forcément une double peine, c'est gai aussi d'être dans la valorisation de son image, de se sentir bien dans son image, de correspondre à ce qu'on a envie de dire. C'est quelque chose pour moi, que moi je trouve plutôt positif. C'est pas quelque chose spécialement de contraignant ou de négatif, au contraire, je trouve. Oui, non, quand je disais double peine, c'était l'idée il va falloir faire encore plus, entre guillemets,
pour se vendre, puisque notre société elle est pas très handy-friendly et que du coup voilà, faut toujours en prouver plus que les autres et montrer plus que les autres, et donc j'imagine que ouais, il y a aussi plus de taf dans la présentation effectivement, puisqu'on ça pardonne pas, donc faut être impeccable. C'est vrai. C'est un petit peu pour tout le monde, et c'est vrai que peut-être parfois un petit peu plus pour certains handicaps, mais je pense que voilà, plus on va, plus vous allez vous battre par rapport à ça, plus ça va arriver progressivement. Il faut pas lâcher, quoi. Il faut venir justement, parce que l'image c'est aussi sa carte de visite en fait, donc et ça donne de l'assurance aussi. Et si on vient et que voilà. Ça peut vraiment convenir, qu'on est sûr de soi, qu'on a une bonne image de soi-même, qu'on a confiance en soi, et l'image physique en fait partie de cette confiance en soi, ce sera un peu plus facile peut-être aussi pour la personne porteuse d'handicap d'aller se présenter, et le futur patron sera peut-être même positivement étonné et aura envie de prendre cette personne parce qu'elle en veut plus qu'un autre. Bah ouais, d'ailleurs moi j'ai une bête question, on va faire, parce que c'est toujours bien ces pays qui se touchent avec une culture partagée et tout, parce que t'as l'air d'avoir un discours vachement positif, et est-ce que c'est plus simple en Belgique par rapport à la situation que tu nous décris, genre de l'emploi en général, ou voire même carrément comment la société belge voit le handicap en fait? Est-ce que ça te paraît plus détendu qu'en France, plus ouvert, plus... Alors, déjà les Belges, on est, je dirais, un peuple qui est beaucoup plus relax que les Français. Après, ça dépend quel handicap, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de structures, je pense, chez nous, avec des personnes porteuses de handicap. Moi, j'ai au moins dans mon entourage 6 ou 7 amis qui ont des postes de responsabilité, vraiment des postes de responsabilité, dans des grosses sociétés, qui sont porteuses de polio, qui travaillent d'ailleurs seulement à mi-temps parce qu'ils savent pas travailler à plein temps. Les structures ont été faites pour elles. Après, ça dépend aussi. Il faut que les choses changent, et je pense que, mais il y a beaucoup plus de structures par rapport à l'autisme aussi chez nous. C'est quelque chose de très reconnu depuis toujours. Moi, j'ai travaillé très longtemps où j'ai fait des activités de loisirs avec des personnes porteuses de handicap, mais qui étaient principalement des handicaps mentaux, des trisomiques, des autistes et des malentendants. Les gens les regardent encore, mais il faut s'imposer, quoi. C'est vrai qu'il faut s'imposer plus que les autres, et il y a probablement chez nous plus de structures. Par exemple, il y a des salons aussi, des événements qui se font avec des milliers de personnes handicapées. Moi, je suis venu en France il y a 2 ans où j'avais un stand au festival Ma sexualité n'est pas un handicap. Déjà chez nous, on parle beaucoup plus facilement de sexualité qu'ici. Avec ces personnes, et j'étais très très étonné qu'il n'y avait pas de publicité, qu'il y a eu 800 personnes, alors que nous, avec un salon identique, on a 8000 personnes qui sont là, et c'est la fête dans ce salon, vraiment, quoi. Et tous les personnes handicapées avec des handicaps différents participent, ils sont là, ils sont présents, on pouvait se faire masser par des personnes qui étaient trisomiques, on pouvait se faire interviewer, il y avait de la vidéo, il y avait plein de choses, il y avait vraiment des handicapés de toutes sortes. Il y avait 8000 personnes, il y avait des affiches partout, il y avait de la radio, on a un festival du film aussi avec les personnes porteuses de handicap où il y a 3000 personnes par jour. Ici, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus tabou en France. Nous, on a lancé là, sur la Délègue de Paris avec des bénévoles qui sont quasi toutes, parce que c'est quasi toutes des filles étudiantes en médecine, donc qui dépendent d'une association d'étudiants en médecine qui a fait un partenariat avec la délégation de Paris pour animer. On a lancé un groupe de parole sexe et handicap, et effectivement ça prend un peu, mais doucement, puis il y a eu le confinement après qui est arrivé. Et ouais, peut-être que les adhérents, faudrait qu'ils se saisissent un peu plus de cette question sans honte et sans tabou, et qu'ils viennent à parler des choses. Après, moi, un truc régulièrement, je vais voir les statues de Léopold et les tunnels et toutes sortes de choses bruxelloises, parce que j'aime bien y aller, que c'est pas loin. Et un truc qui m'a marqué moi avec Bruxelles, c'est l'accessibilité à Bruxelles. Oui, non, ça a l'air vraiment waouh.
L'accessibilité à Bruxelles, elle est nulle, hein, par contre, au niveau des personnes en fauteuil. Ça, par contre, il y a encore énormément à faire, en tout cas pour le centre-ville. Ah ouais, non, moi ça m'impressionne. Là, par contre, ça va pas du tout. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y avait autre chose, je sais plus ce que je voulais dire. On était sur la sexualité en France. Oui, mais c'était pas par rapport à la sexualité, parce qu'il n'y a pas que la sexualité. Oui, par exemple, chez nous, il y a beaucoup enfin, moi, je connais des directeurs d'associations qui sont, notamment un qui est infirme moteur cérébral. Pourtant, il est directeur de l'association. Il est écouté de partout. Il est en région à Charleroi. Il s'est même présenté aux élections. Il a eu, je sais plus, je crois 800 et des voix. Juste dans sa région, quoi, en fait. Il est comédien aussi et il fait des one-man shows. Au départ, c'était sur le handicap, et donc il va dans les écoles, il va dans les entreprises avec son one-man show, mais il fait aussi des one-man shows qui n'ont rien à voir, qui sont vraiment, voilà, il est comédien avant tout. Il a monté une comédie musicale avec 75 personnes où il y avait 1000 personnes dans la salle pendant 3 jours, quoi, et qui n'étaient pas seulement son entourage ou des personnes porteuses de handicap et leurs familles et leurs proches. Il y avait tout public vraiment qui était là et qui applaudissait. Et voilà, c'était vraiment génial, quoi. Alors je sais pas ici moi je connais une personne qui est comédien, qui est en fauteuil et qui fait ça aussi. Je pense que oui, effectivement, il faut vraiment, il faut aller dans les écoles, il faut parler aux gens, il faut. Ma fille, elle fait de l'animation avec des enfants. Il y avait une trisomique qui était là, une petite fille trisomique qui était là et qui se mélangeait très très bien à tout le monde. Bon, après c'est de l'animation un peu artistique, donc c'est parfois les artistes sont toujours beaucoup plus ouverts, mais je veux dire tout le monde trouvait ça normal, quoi. Bah ça l'est. De toute façon ça l'est de base, donc ouais. Non mais c'est vrai que c'est étonnant de comparer un peu les deux pays, comment ils prennent les choses et tout, et comment c'est fait, ouais. Enfin moi c'est vrai que ça me frappe justement ce que tu dis, en fait c'est presque frappant ce décalage entre, on va dire, la simplicité qu'il peut y avoir globale, mais c'est global, hein, lié en Belgique, où les rapports entre les gens et la société, il y a des trucs beaucoup plus simples, et donc effectivement le regard sur le handicap est peut-être plus bienveillant et plus normal, quoi, genre tu es comme moi et on est pareil et machin. Par contre, effectivement, c'est vrai que le décalage après entre l'accessibilité bruxelloise, c'est là. Oui, ah ouais, bon, les gars, putain, il y a du boulot, quoi. Ça, c'est vrai que par rapport. Le problème aussi, c'est que Bruxelles, c'est une ville très ancienne et c'est ces fameux pavés, en fait, hein, qui sont là et qui est toute notre histoire. Et donc, c'est un peu compliqué quelque part par rapport à ça. Mais après, voilà, il n'y a pas que des personnes en fauteuil, hein, dans les personnes handicapées. Il y en a plein, des handicaps différents. Après, les musées sont assez accessibles, par exemple. Bon, moi, je suis maquilleuse à la base, donc c'est vrai que je m'intéresse plus à tout ce qui est culturel. Mais je pense aussi que tout ça, c'est une question d'éducation, en fait. Moi, dans ma famille, mon père était professeur. Il y avait une personne malvoyante qui venait suivre des cours en plus, donc j'ai été habituée très vite en humanité. Enfin, quand j'étais en secondaire, il y avait plusieurs personnes avec qui marchaient avec des béquilles. Enfin, vous appelez ça des cannes. Enfin, voilà. Enfin, je pense que c'est vraiment une question d'éducation. Et mes enfants n'ont pas peur de l'handicap, quoi. Pour eux, ils les considèrent comme des gens tout à fait normaux, enfin parce qu'ils sont habitués, parce que je les ai habitués petits à ça, à avoir un regard. C'est la même chose avec les étrangers, hein, en fait. Ouais, par rapport aux enfants, il y a justement parce que c'est souvent quand, enfin, ouais, on construit sa vision du monde. En grandissant et au niveau de la Belgique, elle est plus comment dire, développée au niveau des classes inclusives, de l'école inclusive et tout ça, ou il y a des différences. Après, ça dépend en fait, ça dépend où, ça dépend parce qu'après je vais pas non plus dire que tout est rose en Belgique, très loin de là, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que je dirais plus que c'est en tout cas il y a une place, en dehors du travail, en dehors des écoles et tout ça, il y a beaucoup plus d'activités, je pense, qui sont faites pour eux. Je dirais plutôt que ça, en fait. C'est plus au niveau des associations, au niveau
Ok, c'est plus développé à ce Toutes niveau. les activités auxquelles ils ont accès, où il y en a te... plus peut-être qu'en France. Martine, je te coupe juste 2 secondes parce qu'on a un ou une auditeur ou un ou une auditrice avec nous. Alors peut-être qu'il a des questions à te poser, Martine. Bonjour, qui es-tu? Bonjour. Célia. Salut Célia. Célia, bonjour. Et Célia, bonjour. Vous venez d'où, Célia? De Dublin, de Saint-Rémy-les-Chevreaux. D'accord, bienvenue sur Radio Roue Libre. C'est la première fois que vous venez? C'est la première fois que vous... Non, Célia est déjà venue participer avec nous. Célia, donc nous avons Thibaut qui est de l'autre côté aussi, qui est sur le... Voilà. Oui, bonjour Célia. Voilà. J'écoute et je regarde le chat. Donc, vous voulez intervenir? Moi, j'ai la chance, j'ai un travail, et puis j'ai la chance que je travaille dans le laboratoire de CEA. J'ai la chance de pas avoir trop de... on peut venir habiller comme dans tous les jours. Il n'y a pas de code, au niveau vestimentaire. Donc là, Et vous avez une question à poser à notre invité? C'était pas témoigner que moi je travaille au CEA et que j'ai la chance de pouvoir n'avoir pas de costume de boulot parce que je travaille dans un bureau et je peux venir habiller comme tous les jours, quoi. J'ai pas me déguiser. J'ai pas me déguiser pour me rendre au boulot. C'est ce qui est important pour moi parce que moi, physiquement, je pourrais avoir une auxiliaire de lui, mais si j'en ai pas, et puis bon, j'aime mon autonomie. Et puis, voilà. Donc, vestimentairement, ça me va d'aller au boulot dans ce uniforme. Et alors, est-ce que quand tu as passé ton entretien d'embauche, Célia, est-ce que tu étais habillée pareil comme d'habitude ou du coup tu t'étais quand même un peu mise sur ton 31, tu avais fait des efforts et tout quand le jour de ton entretien? Oui, mais je me souviens pas avoir fait des excès dans ce sens-là. Parce que c'est vrai qu'on m'avait précisé. C'est pas ça que je raconterai. Et puis ils m'ont dit, oui, il faudra, et tu vraiment sur ton 31, j'aurais dû mon entretien d'embauche. Non, moi je suis allé plutôt cool. C'est peut-être ça. Je suis bien habillé, mais bon, sans mettre des talons, pas moi. Sans mettre des talons pour le salade, quoi. Ouais, mais c'est peut-être ça qui les a, rassurés et qui les a plu, c'est que t'es arrivé nature, à la cool, et qu'ils se sont dit, bah Célia, voilà, elle est comme elle est, elle arrive détendue, tranquille comme ça, et elle sera parfaite dans le boulot qu'elle fait, hein, je sais pas. Après, je sais pas jouer un rôle. Je sais pas jouer un rôle. Je sais naturel, mais pas jouer de rôle. C'est difficile. Bien, il y a l'invité qui veut te dire quelque chose, Célia. Oui. C'est juste,
je pense que c'est toi je pense que c'est toi qui as mis tout est dans l'acceptation de soi. C'est toi qui a mis ça. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est là, à partir du moment où on se sent bien dans sa peau, où on se sent bien dans son corps, on se sent bien dans ses vêtements, c'est là où ça va fonctionner, ça va d'office fonctionner. Et parce qu'on parle beaucoup d'entretien d'embauche, mais je veux dire, on a toujours envie de se sentir beau, de se sentir confiant. Et c'est vrai que tout est dans l'acceptation de soi et dans la confiance en soi, en fait. Et dans l'image qu'on donne, c'est ça qui va faire qu'on aura envie d'aller vers nous ou pas. Ça c'est plus dur. S'accepter, c'est plus dur. Oui. Donc c'est vrai que une tenue propre, c'est évident. C'est évident, ça va de soi. Ça va de soi. Selon les boulots. Non, c'est vrai que moi j'ai la chance de travailler dans un laboratoire, donc tout le monde est naturel, quoi. Enfin, c'est vrai qu'il y a le code du métier. Si on a être avocat, on va pas être habillé comme un sportif, comme ici, quoi. C'est sûr que moi, j'aurais jamais pu me présenter un entretien d'embauche pour être directeur et pour faire un métier où l'image de soi était la priorité. Moi, c'est pas mon... Ça me correspond pas. Ça me correspond pas de faire un métier où l'image de moi est primordiale. Ah bah ça, ouais, non mais tu sais, ça dépend des gens et tout, et des machins. Après, en fait, il va y avoir des métiers qui vont être, on va dire, des corps de métiers qui sont plus libres, on va appeler ça, que d'autres. Moi, j'ai pu débarquer, par exemple, à l'APF avec mes grands cheveux longs partout et mes t-shirts un peu bizarres et et mon franc-parler tel qu'il est. Et puis ça passe. Effectivement, à la banque, je sais pas si ça serait passé comme ça. Je ne crois pas, Jérémy. Bah ouais, c'est ça dépend des endroits et des trucs. Là, au labo, du coup, ils sont plutôt à la cool et du coup, toi, t'es à la cool, donc ça matche bien. Alors, si je peux aussi être parce que on a l'impression ici qu'on parle du conseiller en image comme une contrainte, en fait. Moi, je ne vois pas ça vraiment comme ça. C'est simplement se mettre en valeur, quoi, tout simplement. Et puisqu'on parle de valorisation de l'image, se mettre en valeur. Et donc, voilà, on a tous envie de plaire. On a tous envie, même avec des longs cheveux, je veux dire, même avec des t-shirts, c'est ça qui va faire la créativité, qui va peut-être aussi attirer, justement. L'important, c'est de correspondre. Et je dis, c'est pas parce que c'est pour ça qu'il faut pas se transformer, mais voilà, simplement se valoriser, je dirais, à travers ton image physique. Oui, mais comment se valoriser un jour pour les jours de l'entretien et après on fait les masques. Parce que moi, je peux pas me maquiller, je suis pas habituée à ça. Et non, le jour de l'entretien, je veux pas me maquiller du tout, mais faut-il se maquiller? Obligé de se maquiller, hein, tout le monde ne doit pas se maquiller, tout le monde ne doit pas se maquiller. Ouais. Et on va pas forcément
travailler ça si vous n'en avez pas envie, par exemple. On va peut-être travailler autre chose. Parce que moi, je travaille aussi beaucoup les couleurs, en fait. Je pose des tissus sous le visage, en fait, de la personne. Et différents rouges, différents bleus, différents verts. Et il y a vraiment, quand on est dans ces bonnes couleurs, on rayonne, en fait, automatiquement. Alors que quand on n'est pas dans ces bonnes couleurs, on peut avoir l'air malade, fatigué, avec ou sans maquillage, en fait. Et donc là aussi, c'est intéressant. Et il y a des tissus aussi qui vont rendre votre visage plus dynamique, d'autres tissus ou d'autres couleurs qui vont vous rendre plus élégante, ou d'autres qui vont vous rendre, voilà, c'est vraiment tout un travail aussi par rapport à ça, et qu'on peut alors finalement aller puiser dans sa garde-robe telle ou telle couleur, même pour se donner la pêche, ou pour au contraire s'adoucir, ou pour au contraire montrer plus d'autorité. Mais c'est toujours, on reste toujours soi-même, en fait. Une parenthèse, je recherche, je sais pas où trouver une, parce que moi j'ai, pour m'habiller toute seule, je mets des pantalons élastiques, puis les pantalons élastiques, c'est toujours noir, c'est toujours, il n'y a pas de pantalon très coloré. Très coloré. Moi, j'aimerais bien du rouge. Mais là, il y a de plus en plus de stylistes, en fait, s'intéressent justement à cette question et font de plus en plus de vêtements qui sont plus colorés, qui sont plus fun, qui sont effectivement... il y a encore un travail à faire, bien sûr, mais il y a des choses qui commencent à se faire par rapport à ça pour que ce soit plus gai, plus coloré, plus fun, plus original aussi. Mais plus il y aura de demandes, plus il y aura aussi des gens qui vont le faire aussi. Il faut, c'est pour ça qu'il faut aussi le demander. J'avais vu au salon du handicap à Paris, Porte du Versailles. Donc, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, puisque le salon aurait dû être cette année. Donc, il a été reporté en 2021. Ouais, c'est le salon autonomique, Célia. Oui, je parle du salon autonomique. Oui, ça a lieu tous les 2 ans. Oui. Donc, au mois de juin. Ouais, c'est ça. Il a été reporté en avril 2021. C'est ça. Celui-là, voilà, gris. Voilà. Donc, j'irai voir. Et je reprends Internet sur les Et puis, voilà. Et Célia, je vous signale que avait lieu à Namur au mois de juin, au mois de mai, je sais plus, le salon au mois de mai, Envie d'amour, s'est reporté à cause des problèmes de Covid-19 au mois de l'année prochaine. Et en plus, elle va aussi pour dire qu'il y a un défilé, il y a quelque chose qui va être organisé. Oui. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs, je ne peux pas parler de ça, sinon j'en aurais déjà parlé. Ok, excuse-moi. Il y a tout de suite. Donc le salon Envie de Namur est reporté l'année prochaine comme le salon autonomique. Voilà, Célia. Ok. Je vous en prie. Pas de soucis, Célia. Voilà. Bon, merci d'être venu, puis revenez souvent. Voilà, si vous êtes, la radio est ouverte à tous, pour tous, et surtout le territoire français et européen, et même de l'autre côté des frontières. N'est-ce pas, Jérémy? Ouais, non, mais c'est ça, c'est vachement bien là, aujourd'hui avec. Voilà. Je suis confiné plus longtemps que mes collègues, j'aurai l'occasion de venir et de revenir. Voilà. Oui, avec plaisir. Et puis vous pourrez faire vous pourrez même faire de la gym
en webcam. Voilà. Oui, voilà, le lundi prochain, le 11, oui, à 11h. Voilà, on dirait que... Voilà. Est-ce qu'il faut obligatoirement envoyer un mail pour s'inscrire? On vous dira, vous appelez, non, ça se fait, vous inscrire, vous êtes, si vous venez, voilà, en webcam, donc vous avez Joanne qui va vous envoyer le lien. Voilà. Je connais. Ben voilà, vous contactez Joanne et il vous dira tout. D'accord? Oui, mais je connais tout ça, j'ai déjà fait plusieurs fois. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est avec une kiné du Jard. Donc, oui, avec Béatrice Chapeau qui, elle, bosse au Jard en tant que kiné. Et donc, lundi, dès que tu as la possibilité, tu pourras aussi voir sur le blog de l'APF, il y a le lien. Voilà, c'est bien. Oui, je suis Xavier, je connais tout ça. Eh ben c'est bien. Thibaut, tu fais de la gym, Thibaut? Oui. Ah bon, je t'ai pas vu encore sur les vidéos. Oui, mais moi j'en fais avec Béatrice. Ah d'accord. Eh ben à lundi prochain alors, Thibaut. Bah oui, lundi prochain. Ben Célia aussi alors. Okay. Moi aussi, j'en ai déjà fait plusieurs fois. C'est bien. Tu m'as pas dit. Jérémy. Oui, je suis toujours là. Moi, je suis très bien. Les amis. Moi, je suis très bien parce qu'on arrive bientôt. Le dernier mot à Martine, notre. Avant le dernier mot, moi, je cite très bien là, ces petites infos qui nous sont tombées dans l'oreillette au travers du chat. Donc par rapport à justement à l'image que l'on donne et à l'image de soi, donc il y a la sagesse populaire. Il y a une grande phrase qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Et alors Martine nous répond: c'est vrai, l'habit ne fait pas le moine, mais il aide à rentrer dans l'abbaye. Ce qui est plutôt pas bête comme réflexion. Moi je dirais plutôt habit ou pas, je ne sais pas, mais c'est le moine qui fait la bière trappiste, donc sans lui je serais malheureux. Donc voilà. Oui. Il peut la faire tout nu, hein. Ça me dérange pas qu'il soit pas habillé, mais il faut qu'il continue à brasser de l'Orval, hein, ça c'est sûr. Et, donc voilà. Sur les étiquettes de la bière, c'est de nouveau une image, hein. Ouais, c'est vrai que oui, à la limite, je suis plus intéressé par la robe de la bière que son étiquette. Ah bah ça on le sait, Jérémy, hein. Ouais, oui. Ah, la bière, la bonne bière. Ben ouais, avec le confinement, j'avais perdu mon dealer d'Orval qui était à côté de chez moi, mais heureusement, j'en ai trouvé, j'étais très étonné. Alors, on va pas faire de publicité, mais il y a une grande chaîne. J'étais très étonné qu'une grande chaîne de magasins ils aient de l'Orval à Paris, quoi. C'est un truc de fou. Moi, je pensais pas qu'on pouvait trouver de l'Orval aussi facilement comme ça, mais si, ça existe. C'est fou. Voilà. La France aime de plus en plus la bière, hein, et de plus en plus consommateur de bière. Hein. Bah, je pense que c'est même mondial, hein, je dirais. Il y a de plus en plus de micro-brasseries qui se sont montées, tout ça, machin. Donc ouais, c'est un truc... Après, il va y avoir le réchauffement climatique faisant que l'orge, ça devient compliqué à faire et du coup, il y a un peu de pénurie, font que ça va devenir un jour un produit de luxe. Mais... Ceci dit, j'ai vu un documentaire quand j'étais ici justement où on cultive de l'orge à Paris, sur les toits de Paris, et il y a un nouveau brasseur d'ailleurs français qui est en train de créer une nouvelle bière. Et ça se passe en France. Ouais, mais la prod elle doit pas être énorme parce que bon, les toits ils sont pas, enfin il y en a beaucoup, mais je sais pas s'ils ont cultivé beaucoup. Enfin, il en faut pas mal quand même d'orge pour faire des litres. Oui, mais des toits qui sont aménagés comme les toits de la RATP, les toits qui font participer où les gens peuvent récupérer
leurs légumes et tout ça gratuitement ou acheter pour produire en direct de chez eux dans leur lieu de travail. Avant de repartir, au lieu d'aller sur le marché, ils récupèrent ce qui a été cultivé par des gens qui sont d'associations et tout ça. Donc il y a un grand concept aussi qui est en train de se créer, porte de Versailles sur les toits, on pourra faire son jardin partagé. Ah ça peut être cool. Donc voilà, chers amis. On arrive donc gentiment à la fin de l'émission. Oui. Martine, un petit mot pour conclure. Moi, j'ai juste envie de vous dire que si un jour vous avez envie de me rencontrer et de tester, que ce soit en atelier ou de manière individuelle, c'est avec grand plaisir. Je suis très souvent à Paris et mes ateliers sont très ludiques et même souvent les gens, parce que parfois c'est imposé à certaines personnes quand je fais certains ateliers en Belgique, et souvent finalement ils apprennent beaucoup de choses et ils sont très contents souvent. Ça peut toujours être intéressant si vous avez envie de faire un conseil en images, si vous avez envie d'avoir des astuces aussi, c'est avec plaisir. Voilà, donc chers auditeurs, si tout cela vous intéresse, vous n'hésitez pas à nous écrire sur notre belle adresse radio roue libre tout attaché @outlook.fr. Voilà. On transmettra à Martine. Merci Martine et merci à Thibaut. Merci à ceux qui sont venus, qui nous ont écoutés. Donc, Roue Libre vous souhaite un bon week-end, parce que demain c'est férié. Et on se retrouvera mardi prochain. Donc, mardi prochain, c'est Roue Libre, c'est de 14h30 à 16h30, ainsi que le jeudi. Et vous avez tous la parole. Je crois qu'on peut tous se dire au revoir. Alors c'est un petit peu comme. Au revoir, Jérémy. Oui, donc merci. Au revoir. Merci à tous et au revoir. Et bon week-end, Thibaut. Et bon week-end à vous, nos auditeurs qui nous écoutent de très très loin. Tous ceux qui nous écoutent, qui nous ont écoutés cet après-midi, qui ont écouté notre invité. Donc voilà. Et puis bon week-end. Et puis à lundi, Thibaut, pour la gym. Et Célia aussi. À lundi. À lundi pour la gym. Allez, salut. Salut tout le monde. Ciao. Au revoir.